écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire, toujours à la recherche de notre passé, de qui nous sommes, de qui nous avons été, de ce que nous faisions. Nous sommes très heureux de recevoir de l'INSAP, Rabat, M. Mohamed Kbili Alaoui. Ça va? Barakallahu fik, merci beaucoup pour pour l'invitation. Ouais, on est content nous, d'avoir des nouveaux invités. On est très content parce qu'on se rend compte de la richesse de votre profession. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant qui étaient prêts à nous parler. Et alhamdoulilah, vous êtes là. Là, on est content aussi de partager de l'information sur notre histoire, notre culture en général. C'est important. Oui, bien sûr. Et vous aussi, des remercions aussi d'ailleurs les gens de nous écouter parce qu'ils sont là. Oui. Voilà, ils sont là. Alors, on a discuté un petit peu avant de décider d'enregistrer ce podcast d'un site que je ne connaissais pas et qui est important et que je vous laisse nous présenter. Oui, donc c'est un site très important de la façade atlantique du Maroc qui s'appelle Kouess, qui se trouve à 7 km au nord d'Azila. Donc au nord d'El Assela. entre Assela et Tanger, quoi. Voilà. C'est un site... Bord de mer. Hein? Bord de mer. Au bord, presque au bord de la mer, à 2 kilomètres à peu près, avec différentes parties. C'est un site qui a fait l'objet de fouilles archéologiques les années 60 par un Français qui s'appelle Michel Pansic. Donc il a trouvé quelques vestiges sur le bord de la mer, des vestiges d'une usine de salaison. Ça, on ne les a pas retrouvés. Et il a trouvé des vestiges d'un aqueduc, avec donc des arcades. Kouess. Et c'est pour ça que ça s'appelle donc le Kouess. Et puis, un peu plus loin de la côte, sur une butte, un plateau très étendu, il a fait des fouilles et là, il a découvert donc beaucoup de vestiges. Dans les années 60. Les années 60, 1966 Qu'est-ce plus qu'il a exactement. trouvé? Il a trouvé donc plusieurs structures, des murs, ou beaucoup d'objets, à peu près 5000 objets, céramiques surtout, des céramiques, qu'il a donc entreposé pour le musée archéologique de Tanger, le musée Al-Qsba. Et on a daté cette ville à quelle Alors, Roua d'Ixet, il a daté le site de l'époque pré-romaine, 5e siècle avant, à la fin du 1er siècle avant. 5 avant Jésus-Christ. C'est ça. Donc Voilà. Donc c'est l'époque mauritanienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait identifié le site comme étant un site atelier, un site de potier, un site où on fabriquait des amphores. Donc c'est des grandes jarres qui transportaient des produits, le vin, les salaisons, etc. Et des céramiques. Des récipients, quoi. Voilà, des récipients. Et donc c'est un site atelier pour lui. D'accord. J'avais l'occasion de travailler sur le matériel sorti de ces fouilles dans le cadre d'une thèse universitaire que j'avais soutenue en 2004 ou publiée en 2007. Et à partir de 2008, on a monté un projet de recherche de fouilles, un projet maroco-français, donc le CNRS ou l'École française de Rome. Et la question majeure, c'est de pouvoir donc rechercher, d'accord, ce qu'on appelle donc les indications stratigraphiques, le contexte stratigraphique, le contexte archéologique du matériel. Parce que ce qu'il avait trouvé, il ne l'avait pas publié. D'accord. Il n'avait pas publié, il m'a dit le contexte, il y a les murs qu'il a sortis, qu'est-ce que c'était, à part de rares indications, c'est un site atelier. On voulait savoir dans ce qu'il avait trouvé comme structure, qu'est-ce que c'était exactement, est-ce que c'est un site atelier ou pas, nous l'évolution historique, etc. Et donc, derrière l'équipe, on a commencé les travaux et on a pu récupérer du matériel dans des couches datables. D'accord. Dans des couches datables, il y a un mur avec les couches, le sol d'occupation, le niveau stratigraphique, le niveau d'occupation. Autrement dit, le monument quelconque, un bâtiment quelconque, فوقاش تبنى شكون اللي كان فيه
Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à restituer donc l'histoire de ce village. de Comment on va ce- l'appeler? C'est un doua, c'est un village. Non, c'est d'abord qu'un C'est film. une Mais musique. les années 60, c'est un gardien, ou c'est un site, c'est un terrain privé des gens. Donc là, on avait commencé à fouiller avec la perspective de continuer à fouiller, sauf que qu'on a un problème de على لو تيران حيت بريفي وهذا الناس ديال هذا بغاو يبيعوا الارض donc malheureusement ça n'a pas marché, donc on avait arrêté les fouilles au bout de 4 ans, donc dans 2008 9 10 11 12, donc quelques missions, mais c'était très intéressant. L'intérêt الكبير ديال le site, c'est que c'est un site, c'est le plus important après l'Ixus sur la façade atlantique pour le nord du Maroc. D'accord. Donc le site, l'Ixus le premier, 63 hectares, Heda 2 hectares, et c'est le plus important après l'Ixus. La particularité, c'est que nous n'avons pas de vestiges d'époque romaine qui recouvrent les niveaux d'époque mauritanienne. Tout ce qu'on a trouvé comme vestige, le site date de l'époque mauritanienne. Qu'on ne connaît pas bien. Qu'on connaît pas bien. Qu'on connaît pas bien. C'est-à-dire que les archéologues pourront donc fouiller sans être dérangés par les ajouts. entre guillemets par les niveaux d'époque donc romaine. On a des niveaux d'époque islamique, 14e siècle surtout, mais qu'il y a d'autres choses, donc c'est en cours d'étude. On sait maintenant le nom le site de l'époque islamique, c'est Nebrok. Donc ça, Nebrok. Le Kouès, ça s'appelait l'époque médiévale. En tout cas, par rapport à ces fouilles, on sait qu'il y a une occupation du XIVe siècle, mérinide, par rapport au matériel de l'Qina, ou qu'il y a une occupation plus ancienne, où on sait le toponyme d'Yelo ou Nebrok. Pour l'Antiquité, le pont, l'aqueduc, oui, c'est un aqueduc romain. d'époque romaine. Mais ils n'ont pas construit par-dessus la ville. Ils ont Là, fait elle est vers la côte. Vers la côte. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait 3 parties au moins. Léoma, l'usine Salaison, l'aqueduc, qui est un bâtiment quadrangulaire, Taoua, 2e siècle avant, à partir des fouilles anciennes, ou qui est la plateforme sur laquelle nous avons repris les fouilles. Alors, je disais, la grande nouveauté, c'est ça, c'est que c'est pré-romain, tout est mauritanien, d'accord? Où la datation, on a pu, grâce à ces fouilles, préciser la datation. Donc ça va du 6e siècle avant, Ah oui, ça, 30 avant. d'accord. 30 avant, donc les niveaux les plus récents datent de 30 avant. Et ce qu'on a pu aussi récupérer, c'est des contextes importants du 4e siècle avant. Et quand on dit هادشي 4e, je lance comme ça les datations, الناس يقولوا باش عرفوا هذا. Comment est-ce qu'on fait? Il y a du matériel, heureusement, du matériel archéologique, notamment les céramiques, qui sont connus dans des établissements de même date. Connus, c'est-à-dire qu'ils ont été retrouvés par les archéologues, qu'ils ont été étudiés. Et daté. Et datés, catalogués, tout ce qu'on veut. Mais ailleurs. Et nous, ailleurs. Donc vous avez bénéficié de ça. Bien sûr. C'est comme si vous êtes travaille capable en de trouver- archéologie. On a des catalogues. Voilà, j'ai quand on compris. trouve un matériel, qu'on déroule les catalogues. En fait, c'est comme si vous allez trouver une vieille épicerie, où vous allez trouver la bouteille de shampoing, Exactement. en fonction du producteur, qui va vous dire, Hadi, كنا خدامين بها 60. Voilà. Et donc, voilà, moi j'identifiais la bouteille Mahdi, et tu le publies, tu donnes la photo, tu donnes le dessin, tu dis, voilà, la bouteille Mahdi, le stylo, après tu publies ça, la communauté scientifique, tu dis, c'est bien, ou là, non, là, tu as loupé l'identification, ou il faut corriger ça. Est-ce que vous avez changé d'idée ou c'est toujours un village de potiers? Non, on a changé d'idée quoi d'un site atelier à village. une agglomération. Ah, d'accord, donc ça a grandi déjà. Ouais. Déjà parce qu'on a retrouvé en dehors de la zone qui constituerait le périmètre, en contrebas de ce plateau, un sanctuaire, un temple. Ah. Un temple 4e siècle. Comment vous savez que c'est un temple? Parce que de la même façon, quand on fouille, on fait le plan,
on essaie de comprendre l'architecture, les composants du plan, et on fait des comparaisons par rapport à ce qui est connu ailleurs. C'est un temple de quelle religion d'après vous? Quelle était la religion de ces gens-là? Bon, clairement, on est avant Jésus-Christ. Parfois, c'est ça l'importance des études archéologiques, c'est que tu peux te prononcer quand tu as de l'information, des données. Sinon, écoute. Et sinon, tu t'arrêtes au niveau du temple. C'est-à-dire, maintenant, on n'a pas assez de données pour aller plus loin et dire la divinité. Ça, c'est impossible. Dans l'état actuel, j'avais dit, c'est 4 campagnes de fouilles, mais pas plus. Alors, on a donc une agglomération. Est-ce qu'on peut imaginer combien de personnes vivaient là-bas? Non. Parce que c'est à peu près de hectares. De hectares, il y a là 10% qui est fouillé. D'accord. Mais bon, on est sur une agglomération, vous l'avez dit. On est sur une agglomération. Donc ils ne sont pas 20, ils sont, enfin c'est quand même... Oui, non, c'est une agglomération importante parce que même pour l'architecture, les murs, c'est de très belles factures. C'est des murs qui ne sont pas construits à la romaine, des beaux murs, mais le matériel, le mobilier qu'on sort est très important, très riche. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé des céramiques attiques qu'on appelle des céramiques attiques, donc j'ai la Grèce, à vernis noir, des céramiques attiques à figure rouge, donc avec des peintures, des céramiques peintes locales. Donc par rapport au site atelier, on sait qu'il y avait un atelier, c'est sûr, mais c'est une agglomération qui avait beaucoup d'activités, parmi lesquelles la production céramique. Et en même temps, ils achetaient de la céramique de Grèce, vous avez dit? Bien sûr, ils achètent, ils faisaient des échanges. Peut-être aussi que cette même céramique était redistribuée à d'autres. Et ce qui est dans les trouvailles, ce qui est important vraiment, c'est la découverte en fait d'un niveau. En fait, c'est un niveau sur lequel le fouilleur, Michel Pensic, s'est arrêté. Donc nous, on a vraiment repris là où il avait arrêté, la fouille. Une couche de destruction avec les traces d'incendie. Vraiment, il y a une catastrophe. Une catastrophe et tout le matériel qu'il y avait dans l'espace concerné, un espace, il y a une pièce, tout était donc cassé ou détruit, ou le matériel. Et dans ce qu'on a récupéré là, beaucoup de céramique attique, de céramique peinte, un mélange de mobilier avec des ossements, mais peu d'ossements. Et l'archéozoologue qui a travaillé sur les ossements a identifié un os fémur d'un individu provenant de cet espace. Il y avait quelqu'un qui a péri dans l'incendie. D'accord. L'autre information importante, donc c'est une catastrophe. Une catastrophe, donc 4e siècle avant, par rapport au matériel datable, et un peu loin de cet espace qui s'appelle l'espace 19, le bureau qui est un autre espace, l'espace 23, dans lequel on a fouillé, parce qu'il y a un mur, qui présentait aussi des traces de feu. D'accord. L'hypothèse même si là, le fouilleur, Michel Pensic, qu'il avait donc vraiment fouillé de façon, disons, anarchique un peu avec l'espace, d'accord? Où là, des parties, il y a des parties qui sont restées intactes. Donc, parce que nous avons les traces d'incendie fait avec l'espace, on s'était dit peut-être que l'espace 23 a subi la même catastrophe que cet espace. C'est un incendie général, quoi. C'est un truc général. Général, au moins le secteur, le quartier Lièvre. Et c'est là que nous avons donc repris la fouille et on a trouvé un trésor, une des couches bordant les murs qui délimitent l'espace 23, un trésor composé de beaucoup d'éléments, d'éléments en or, en argent, en verre, scarabée, on dit en quoi? La pierre précieuse. Ah d'accord. Beaucoup d'éléments, il y a des qui montrent que... Qui c'est qui l'a trouvé?
C'était l'espace où je fouillais. Ah non, exactement. Donc, c'est vous qui- Elle est le parce que premier. ça fait- Enfin, c'est un ouvrier qui m'a dit tiens. Alors. Kenz. Après, donc, on commençait à nettoyer. Ben, il y en a d'autres choses. Et donc, on n'a pas touché. Il fallait d'abord documenter, c'est comme ça qu'on appelle ça, le trésor. C'est-à-dire le prendre en photo. Après, quand tu vas dire que j'ai trouvé ça. Tu donnes les photos, tu donnes la documentation Alors, on va exacte. faire une petite pause là, parce qu'il faut qu'on fasse une pause. On a fait combien de podcasts histoire? Plus 150 podcasts histoire. Vous êtes le premier qui nous dit qu'il a trouvé un trésor. On a posé la question à tous les archéologues. Alors, soit vous avez beaucoup de chance, soit vous êtes très honnête. Je ne sais pas encore exactement quelle est la réponse. Alors, Non, c'est la réalité. non, Donc, non, mais alors, moi je pense que c'est quand même un truc qui fait fantasmer, et c'est aussi quelque chose qui est super excitant à raconter. Est-ce que ce trésor, il était mchetsit, c'est-à-dire des pièces étaient dans tous les sens, que nous jouons. que nous jouons. Et Donc, donc, il était sûrement caché, un tissu qu'on ne voyait pas. Qui a été avalé, quoi. Enfin, qui a été Avalé. Donc, dissous, mais quoi. le fait que ce soit rassemblé comme ça, avec donc des pièces liées facilement cassables, il y a une bague en verre D'accord. qui n'est pas cassée. Beaucoup d'éléments de pierre, de collier. Est-ce qu'on peut le ça voir, c'est ça en cours. Est-ce qu'on C'est peut- en cours de. Oui, je peux. On a publié quelques éléments, mais pas tout, d'accord. Mais voilà, c'est en cours de publication. D'accord. Quand vous trouvez ça, vous avez une petite émotion, vous êtes comment? Vous êtes excité, content? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, au niveau scientifique, tu essaies de te concentrer pour faire bien le travail parce que il faut documenter. Et donc, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation de la trouvaille? L'importance, c'est-à-dire, quand on dit trésor, les éléments en or, mais c'est pas la valeur en argent, là, mais c'est la valeur historique. Bien sûr. Ce type d'objet, on ne le retrouve, on ne l'a que dans des contextes funéraires. C'est-à-dire que, en général, on trouve les objets entiers, complets, d'accord, des tombes. Quand c'est un mobilier funéraire qui accompagne un mort, défunt. là, le défunt. Là, c'est un contexte domestique. Ouais, c'est l'incendie, je pense. Alors, C'est l'incendie. C'est l'incendie. Et donc, et vous avez parlé d'or, il est sous quelle forme cet or? l'or, c'est des pendentifs. C'est Ces pendentifs, ils ont quelle forme? Enfin, c'est des bijoux de tradition phénico-punique. Et nous avons beaucoup de comparaisons avec, par exemple, des éléments de la même facture trouvés dans des nécropoles au sud d'Espagne, dans la région de Cadix. Là aussi, c'est une question donc aussi de catalogue. Il y a une spécialiste qui s'appelle Brigitte Kia, qui a travaillé sur les bijoux en Méditerranée, et donc on fait les comparaisons et on a ça. C'est des bijoux de tradition phénico-punique. Quand vous dites de la tradition, péninsule ibérique. quand vous dites vous trouvez les mêmes types de design, en fait, de goût. Oui, c'est ça. En Espagne du Sud, c'est-à-dire à Cadiz, qui est juste de l'autre côté du détroit. Est-ce que ça veut dire que c'était les mêmes personnes qui vivaient des deux côtés du détroit, ou alors ça veut dire qu'ils ont été achetés? Enfin, j'ai du mal à voir ce que vous arrivez à en conclure. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est le même peuple, ou est-ce que c'est le même fournisseur, ou est-ce que c'est le même goût? Je ne sais pas quoi penser, en fait. Alors, je peux répondre un terme qu'on a adopté en archéologie pour donc, les archéologues qui travaillent sur ces niveaux historiques d'époque mauritanienne, d'époque pré-romaine en général. La région, ce qui se passe le nord du Maroc et le sud de la péninsule ibérique, on parle d'un circuit de Gibraltar. D'accord. C'est un espace... Un espace où on trouve le même faciès céramique, ouais. Le même ou presque mobilier avec quelques différences entre le nord. Qu'est-ce que vous appelez mobilier? Mobilier, c'est-à-dire la céramique, les amphores. Donc ce qui circulait dans la région, la cuisine. Voilà, et ce qui circulait dans la région du détroit de Gibraltar présente la même facture, les mêmes éléments, les mêmes rapprochements. L'origine, c'est un autre problème. Ah ouais. On ne peut donc vraiment s'assurer, parce que c'est vrai que en péninsule ibérique, le sud de l'Espagne, il y a beaucoup plus de trouvailles que dans le nord.
Et ils ont plus fouillé aussi. Ils ont plus fouillé. Merci de le dire. C'est ce que je voulais. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer. Bien sûr. Alors que le rythme des fouilles et des recherches chez nous, il est beaucoup plus. C'est pas sûr de trouver, mais si on ne fouille pas, on est sûr de rien trouver. Voilà, c'est ça. Donc, cette réflexion-là qu'on est en train d'avoir, qui donne vraiment un écho, un podcast qu'on avait fait avec Mostafa Kadeli, notre grand ami, qui parlait de la conquête de l'Andalousie, de Tariq Ben Ziyad, etc., l'histoire que tous les Marocains connaissent, et qui insistait au début du podcast pour nous dire que c'était à peu près le même espace, et que c'était pas comme franchir, aller sur la Lune, enfin aujourd'hui, quand on est marocain ou espagnol, on voit l'autre côté de la rive, c'est une autre espace politique, des visas, c'est quelque chose d'y aller, mais notre religion d'ailleurs, enfin tout un monde. Mais à l'époque, c'était peut-être le même espace, et Mostafa a bien insisté sur les allées et venues de population, tout à fait. Bien avant Tariq, évidemment, et que c'est pas une frontière. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de frontière. Voilà. Non, mais je parle naturel. C'était une mer ouverte. Et un grand spécialiste, un grand historien archéologue qui s'appelle Michel Gras, il avait remarqué, donc en travaillant sur ces époques archaïques ou pré-romaines, l'espace de la Méditerranée, c'était comme, en fait, si on voit avec un microscope, un va-et-vient continu, des bateaux qui se déplacent d'un bout à l'autre, dans le sens où il y avait donc beaucoup de contacts, beaucoup d'allers-retours d'une rive à l'autre, d'accord, et donc beaucoup d'interactions culturelles. Beaucoup d'interactions culturelles qui justifient que, justement, on trouve ces comparaisons au niveau du mobilier. Oui, parce qu'on a parlé des amphores, des céramiques grecques. Ça veut dire qu'il y avait un réseau commercial qui les amenait jusque là-bas. Voilà, des réseaux, mais il n'y avait pas que, quand on parle maintenant de céramique, il faut distinguer entre un chargement de bateau, entre la céramique qu'on peut appeler d'accompagnement, et les amphores qui transportaient, elles, des produits. L'huile, le vin, on quitte un chargement, plus une cargaison des produits de base, au fil un peu de céramique. Alors donc c'est ça. Il y a du verre à l'époque, vous avez parlé des bagues en verre. Oui, une bague, une. Pourtant, on n'utilise pas le verre comme récipient. Ça reste toujours là, c'est une bague. Oui, non, mais les gens, ils n'ont pas de bouteilles en verre. Si. On les trouve dans les tombes aussi. Surtout ce qu'on appelle donc des unguentaria, c'est des récipients de parfums, même à l'époque phénicienne. Je reviens à Roas parce que quand même c'est quelque chose qui est marquant. En vérité, dans l'histoire du grand public qu'on connaît nous, même si on a beaucoup travaillé sur l'histoire, on a encore beaucoup de choses à apprendre et on a un grand trou dans le pré-romain, mais c'est-à-dire qu'on imagine bien qu'il y avait des gens, etc., des tribus, les Romains les ont décrits, etc., mais on n'imagine pas des constructions dures. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, on imagine sans arrêt des gens un peu nomades ou... voilà. Des constructions. Voilà. Alors est-ce que c'est parce qu'on les a pas... Et là, on a Roas, on a un village... Amazir. Une agglomération. Voilà, une agglomération. Comment se fait-il qu'on n'en trouve pas plus, à part qu'on n'a pas cherché? Je crois qu'un gros problème, c'est que non pas la recherche archéologique, elle n'est pas si développée que ça, c'est-à-dire on ne fait pas beaucoup de fouilles, mais c'est très en deçà de ce qu'il faudrait. C'est très en deçà, ça veut dire que ce qu'on fouille, c'est... Maintenant, le cas d'Yel Kouas. On a arrêté la fouille, parce que donc c'est une propriété privée où les gens avaient demandé donc à ce qu'on achète le terrain pour pouvoir aider. Et on avait fait beaucoup de démarches pour donc, c'est-à-dire le ministère de tutelle à l'époque, je parle de 2012-13, d'accord, mais ça n'a pas abouti. Le résultat, c'est que sur le site le plus important où on n'a pas de niveau romain qui dérangerait, entre guillemets, on n'a pas investi. Où ça fait débat de 2012, 13, c'est le débat. D'accord. Et parce que vous avez insisté là-dessus, vous avez insisté sur le fait que... On a insisté, mais malheureusement, c'est en dehors, c'est pas un dossier à prendre en charge par les archéologues. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est d'autres choses, voilà. Sur d'autres sites,
quand tu ouvres une fouille de 100 mètres carrés, tu peux, voilà, tu fonces, tu as des niveaux islamiques, tu as des niveaux romains, les niveaux pré-romains. Les niveaux pré-romains, si tu commences à 100 mètres carrés, en arrivant les niveaux pré-romains, on a dit 2 mètres ou là, par là. Tu ne peux pas enlever les structures romaines pour aller là. Tu peux attraper ces niveaux, sur des surfaces restreintes. Bien sûr, bien sûr. Quand on a l'avantage, on ne l'a pas saisi. On est tranquille, il n'y a rien au-dessus. Mais on ne l'a pas saisi. Mais on n'a pas le terrain. On n'a pas le terrain. Quand on n'a pas les Romains, on n'a pas le terrain. Et donc voilà, c'est ce genre de problème. C'est ce genre de problème. En plus, une chose importante, c'est que le travail de l'archéologie, on l'a compliqué un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que si on fouille, déjà pour programmer la fouille, tu ne peux pas fouiller plus de 4 semaines, 5 semaines, l'équipe qui m'obre, ou donc une fouille d'il y a un mois, ça veut dire 2-3 mois de travail de labo sur ce que tu as fait au retour. Et donc on voit bien, c'est une question aussi de ressources humaines. Et sur là aussi, d'abord, les ressources humaines, c'est qu'on n'est pas nombreux. Et le peu de gens il est sollicité sur beaucoup de... Alors, si les gens que ça intéresse, voir comment on organise les fouilles, ça, je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube et de regarder un reportage de Arte sur les fouilles qui ont lieu au niveau de Hiroud et comment on a daté le crâne de l'homme sapiens le plus ancien qu'on connaisse. C'est très bien expliqué. Comment ils partent, quelques semaines, ils reviennent, il faut tout numéroter, dater, ça c'est compliqué. Alors, ma question suivante, peut-être qu'elle n'a pas de réponse, vu que vous nous avez expliqué que vous manquez de ressources humaine et matérielle. Est-ce qu'on a une idée de l'organisation politique ou de cette cité ou l'organisation sociale de cette cité? Ou alors il nous manque des données? Non, on a des bribes d'informations. Donnez-moi ces informations. Par exemple. Parlez. Par exemple, une cité, une agglomération qui est organisée au point d'assurer la bonne gestion de ressources économiques et de générer par rapport à ça des échanges de commerce, ça veut dire qu'elle était organisée. Bien sûr, bien sûr. Une agglomération qui a un temple, un sanctuaire, ça veut dire qu'elle est organisée. Maintenant, de passer les céramiques, le répertoire, ce qu'ils ont, la description de ce qu'on a comme vestige, à l'organisation politique, non. On n'a pas d'informations. L'ouverture sur la mer, c'est un endroit qui est abordable en termes de bateaux. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y avait des allées et venues par la mer, commerciales. Oui. Ça, on a donc fait une étude avec des géomorphologues de l'université de Safi par rapport à une hypothèse de travail que j'avais soulevée dans cette thèse de 2004-2007, qui est l'existence d'un golfe marin. Voilà, une sorte de port. Oui. Qui se trouve de l'autre côté de la ligne de la côte. Qui est la côte atlantique, qui est de l'autre côté, donc vers l'intérieur, un golfe marin qui était beaucoup plus, un golfe marin, donc une ouverture sur la mer vraiment, et la bouche, l'entrée de ce golfe, c'est l'embouchure du Tsahdart, de l'ouest Tsahdart. Donc c'est-à-dire vous imaginez comme une sorte de port naturel, c'est ça? C'est comme un golfe qui était donc beaucoup plus profond que ce qu'on voit maintenant. D'abord, les grosses pluies, la zone elle est marécageuse. Vous voyez, assez là vers donc le temps. Très marécageuse. Oui, et l'autoroute passe au-dessus. Voilà. Donc, cette zone-là, il y avait un golfe marin. Les collègues donc géomorphologues d'Aro, leur enquête, on a donc repris un peu les EDA et on sait que par exemple, le sanctuaire dont j'ai parlé, quand j'ai un peu sur le chemin, sur la route vers ce golfe. Donc, quand tu une voie à partir de centre-ville. Là, une voie le golfe, qui douze par le sanctuaire, le plateau où on trouve donc les vestiges de l'agglomération. Comme un temple qui est sur la route de la mer. Quoi. Voilà. C'est une interprétation vraiment plausible. Et c'est une interprétation plausible, c'est une interprétation, on se projette, mais on se fait plaisir, on fait travailler l'imagination. Il y a beaucoup dans l'histoire de la marine, des marins, il y a très souvent des lieux de culte
qui Ouais. sont... Ah, parce que c'est un danger. Oui, La oui, mer tout à est un fait, danger tout à de fait. tout temps, même aujourd'hui. Donc, il raconte souvent les anciens récits que les marins qui s'embarquaient allaient tous les jours, bon, soit ils sallaient, soit ils tlabou, tu vois, ou bien selon leur religion du moment, mais Et aussi. le rapport avec la mer, on l'a en fait par rapport aussi, enfin on a une idée sur ça par rapport aux trouvailles. Un vase en céramique peinte, entier, fait deux représentations peintes. Un poisson qui est peint juste sous le col, il y a le vase, et sur la panse, on a représenté une sirène. Une sirène. Une sirène. C'est-à-dire qu'une femme poisson. Ça. Voilà. Ah, d'accord. Et vous imaginez Heda, le potier, C'est une l'idée de la fabri- représentation. C'est une fabrication locale. Locale, mais elle est très très un beau objet. Heda. علاش حيت c'est un objet qui copie une céramique attique. Voilà. Donc on imite un vase attique avec une représentation d'une sirène, فوق منها le poisson. Et donc tu as le poisson, on comprend, c'est la mer, c'est Heda. La sirène c'est un être fantastique. Hein. On a une idée, elle a le lien les populations ou la population avec la mer et le sanctuaire, qu'il y a des choses à... Ou alors il a copié un modèle اللي خدام في la Grèce. C'est possible. Oui, mais en tout cas, il n'a pas hésité à le faire. Bien sûr. Bon, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir qu'on n'a pas encore dit? Ben, il faut que ce terrain de Kouas soit... Enfin, il faut qu'il y ait intervention pour acheter le terrain. Que vous puissiez Que faire les recherches reprennent. que vous avez trouvé des choses. Non pas pour moi, mais pour sauvegarder des pages d'histoire grâce donc à la reprise des fouilles et des recherches sur ce Est-ce site. que vous avez un gardien de ce mec à Croix? Oui, Parce qu'après avoir dit qu'il y avait un trésor, je peux vous dire, il y a des gens qui sont sur la route d'abord. Alors, mais même avec le gardien, Un abrassi غادي يمشي نضرب je راسه. vous étonnez, peut-être, en disant que Le gardien, il a acheté une villa. non, le gardien, Chez la juge. le gardien, le pauvre, l'ancien qu'on connaissait est mort, est décédé, Allah yarhamou. Maintenant, c'est son fils qui a été recruté, d'accord? Et donc, il faut sauver tant que ce gardien, le fils de l'autre gardien qui... Appelez-le avec téléphone dialogue. Omar, il s'appelle Omar. عيط لي قول له le jour on va sortir le podcast غادي يجيو عندك شي وحدين بالليل avec des détecteurs de métaux. Merci beaucoup pour ce podcast Simon. Merci à vous. بارك الله فيك. Allah يبارك بارك فيكم. الله فيك. Merci pour ce que vous faites ou bonne continuation. À la prochaine. À la prochaine. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.